Je présente maintenant le professeur Alain Sériot, professeur de droit privé. Alain Sériot a enseigné dans diverses universités, en particulier à Aix-Marseille, jusqu'à sa retraite, qui est toute récente. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, de nombreux articles, principalement consacrés au droit civil, à la philosophie du droit et au droit canonique, c'est-à-dire, pour reprendre le titre d'un de ses articles, qu'il est entre nature et surnature. Il va nous parler ce soir du droit naturel, du droit positif et dysphorie de genre. Professeur, vous avez la parole. Merci beaucoup. Attendez que je déclenche mon chronomètre. Donc la dysphorie de genre, c'est souvent j'ai pensé à cela en préparant cet exposé et en vous écoutant même tout au long de cette journée, c'est entrer par la petite porte. C'est un phénomène relativement marginal quand même, il ne faut pas non plus exagérer, même si ça atteint l'éducation. Mais c'est un bon moyen d'entrer dans une réflexion sur ce qu'est l'homme et ce qu'est la femme par la même occasion. Tous les moyens un peu marginaux sont d'excellents moyens parce que justement ça fait réfléchir à l'extrême, aux limites, et l'on comprend mieux ce qui est le normal. Bon, je ne vais pas trop revenir sur la définition de la dysphorie de genre. On a tout à l'heure insisté sur le fait que c'est un trouble de l'orientation sexuelle. Je crois que ça suffit. En tout cas, c'est l'une des manifestations les plus caractéristiques de nos jours des doutes que les personnes peuvent entretenir sur leur identité. Mais c'est une source de mal-être. Les psychologues et les psychiatres commencent à utiliser cette notion par opposition, d'être mal par opposition à avoir mal. L'être mal, ça n'est pas simplement se sentir mal dans sa peau, éprouver des difficultés à la suite de je ne sais quel accident de la vie causé par autrui. Non, c'est se sentir mal dans sa peau d'origine, par rapport à là d'où l'on vient. C'est une perte de sens de l'identité, bon, qui est quand même typique de nos sociétés dans lesquelles les grands repères anthropologiques, religieux, sociaux ont été perdus. On parlait d'individualisme, mais il y a plus que ça, c'est plus radical que ça. Écoutez vos enfants, vous verrez qu'ils ne savent plus rien, ils n'ont plus aucun repère. Le décalogue ne connaît pas. Bien sûr, tant qu'on a le décalogue en tête, on est à peu près structuré, mais quand on ne l'a plus, où est la morale? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est mal? Bon, ben là, c'est pareil, ça atteint l'être même, l'identité. Identité sexuelle, en l'occurrence, puisqu'on parle toujours de dysphorie, par opposition à euphorie, à propos du sexe, à propos du genre, de la sexuation, etc. C'est un trouble de jeunesse. On y a insisté ce matin, et c'est vrai, ça affecte beaucoup ceux qui n'ont pas encore un genre ou un sexe complètement déterminé, complètement formé. Ils se demandent où ils vont. Et c'est pourquoi il a beaucoup de succès parmi ces jeunes qui ne savent pas où ils sont et qui, par conséquent, ne savent pas non plus où ils vont et ce qu'ils sont. En tout cas, tout ça n'intéresse pas le droit, parce que le droit s'intéresse aux relations entre les hommes et les femmes, entre les êtres humains, bien sûr, et par suite, les troubles que peut ressentir quelqu'un par rapport à son orientation sexuelle, ça intéresse le psychiatre, le psychanalyste. Si ça ne dépasse pas le divan de ces derniers, eh bien, le juriste ne s'en inquiétera pas beaucoup. Il peut y avoir des cas d'erreurs médicales de cet ordre, mauvaise orientation qui engendre une responsabilité du médecin, mais c'est tout. En revanche, le juriste est intéressé par le fait qu'on passe à l'acte et que du trouble sur l'orientation sexuelle, on décide que, alors qu'on était originellement homme, on va devenir femme, ou l'inverse. C'est ce qu'on appelait autrefois le transsexualisme, le changement de sexe, le passage d'un sexe à l'autre. Aujourd'hui, le
transgenre, transidentitaire, enfin, vous avez des tas de termes. On a voulu déconnecter de tout aspect pathologique le changement de sexe. Le transsexualisme était répertorié comme une maladie. On l'a, une maladie psychique. On l'a petit à petit rebaptisé en transgenre de manière à éviter le stigmate du corps médical. Et la dysphorie de genre participe de cette même idée. La dysphorie, c'est un mal-être, une espèce de trouble psychologique, mais surtout pas une maladie. Donc avec le transsexualisme, le droit apparaît, s'intéresse à la question de deux points de vue. Un premier point de vue qui, assez curieusement, est vite disparu de l'horizon. C'est le point de vue médical. Le médecin qui propose et qui réalise des changements d'apparence de sexe, on nous a dit ce matin à juste titre que ce n'est qu'une apparence, que la médecine n'a pas le pouvoir de changer un homme en femme, et vice-versa. Donc le médecin qui, par toute une série d'opérations, de traitements hormonaux et autres, va changer l'apparence sexuelle d'une personne, eh bien autrefois, dans l'époque où ces questions se sont posées, tombait directement sous le coup des coups aux blessures intentionnelles, donc sous le coup d'un délit pénal. Et en France, dans les années 70, parce que ça remonte à ça, il ne faut quand même pas croire que c'est récent tout ça, dans les années 1970, eh bien, il y a eu des procureurs de la République qui ont poursuivi ces médecins. Il n'y en a pas eu beaucoup. La plupart ont émigré à l'étranger. À l'époque, je me souviens, on opérait au Maroc, en Algérie, où, disons, les principes déontologiques étaient conçus de manière un peu plus souple. C'était l'aube du tourisme, non pas procréatif en l'occurrence, mais du tourisme médical. Bon, tout ça a complètement disparu. Aujourd'hui, en France, sans problème, vous avez des membres du corps médical qui se livrent à ce genre d'opérations, qui sont rémunérés pour ça, qui n'encourent strictement aucune responsabilité. Leur déontologie, on ne sait pas trop ce qu'elle est devenue. J'ai lu des choses récemment où on rappelait des principes déontologiques, mais apparemment, ces principes ne sont plus en vigueur, si vous voulez, au moins, plus effectifs. Et donc, en fait, tout cet aspect-là du problème, qui était quand même un aspect très important, a très rapidement disparu. Il est vrai qu'il a été remplacé par un autre problème juridique, beaucoup plus important, en l'occurrence, c'est celle de savoir si les transsexuels pouvaient, au nom du transsexualisme, changer de sexe à l'état civil. Ils étaient hommes, civilement parlant, pouvaient-ils devenir femmes sur simple demande adressée au juge, moyennant quelques vérifications sur leur transsexualisme avéré. Alors ça, c'est la grande question, parce que vous voyez qu'elle remet en cause beaucoup de choses. D'abord, la bipartition homme-femme à l'état civil, qui est une bipartition traditionnelle en France. Tiens, effectivement, je n'ai pas pensé, c'est quelqu'un qui nous l'a rappelé tout à l'heure, je ne sais plus qui, parmi les conférenciers, qu'en France, on a homme-femme, point final. La Cour de cassation l'a encore rappelé il y a quelques années, et la Cour européenne des droits de l'homme ne l'a pas condamné pour ça, il n'y a pas longtemps. Donc on a homme et femme, point final, tandis que, par exemple, aux États-Unis, vous avez homme, femme, et puis autre, enfin, genre indéterminé, le neutre, grammaticalement le neutre. Mais nous n'avons pas non plus le neutre grammatical. Nous n'avons que il ou elle. Donc vous voyez, ça remet en cause cette bipartition de l'humanité telle que les Français la conçoivent, sans aller plus loin. Et puis, fondamentalement, au moins à l'époque, ça remettait en cause la répartition fonctionnelle qui était largement admise dans la société d'alors entre le domaine réservé aux hommes et le domaine réservé aux femmes. Pas rentrer dans les détails, là non plus, ce sont des questions que au moins les plus âgés d'entre nous ont largement en tête. Voilà, alors, si vous voulez, c'est là où le droit a été amené à intervenir massivement.
et à se poser des questions, évidemment, anthropologiquement centrales. Alors, pour aborder ces questions, je voudrais juste, au fond, distinguer mon exposé en deux morceaux qui sont annoncés par le titre de ma conférence. D'abord, un morceau droit naturel, et puis un morceau droit positif. C'est très important à mes yeux parce que, au moins tel que je conçois les choses, le droit naturel nous fournit des critères objectifs sur ce qui est juste, sur ce qui est droit, si vous voulez. Et le droit positif, lui, n'est intéressant que dans la mesure, enfin, ne devient compréhensible intellectuellement que dans la mesure où on le confronte à ces critères objectifs formulés par le droit naturel. Donc, vous voyez que je ne veux pas utiliser ce que je vais vous dire sur le droit naturel comme une sorte de condamnation de toute personne qui voudrait changer de sexe ou estime ne pas être bien dans sa peau, et, enfin, etc. etc. Tout ce que nous avons vu, c'est malheureux, entre guillemets, excusez-moi, je le dis du fond du cœur. À la limite, j'aurais préféré qu'on ne nous montre pas la vidéo de tout à l'heure, parce que finalement, elle mettait mal à l'aise, non pas pour ses enfants, qui après tout avaient beaucoup de bon sens, mais pour cet homme ou cette femme, je ne sais pas qui c'était exactement, qui finalement faisait l'apostolat de d'une chose qui, allez, je vais le dire, qui est contre nature. Mais lorsque je vais vous parler maintenant de droit naturel, je ne veux pas aborder ça comme ça. Je ne vais pas en conclure qu'il y a des choses contre nature qui sont condamnables. Si elles existent, c'est qu'elles ne sont pas tout à fait contre nature. Sinon, elles n'existeraient absolument pas, on n'y penserait même pas. Donc, le droit naturel qui m'intéresse, c'est celui qui va me permettre d'un peu mieux comprendre, d'un peu mieux discerner où nous en sommes par rapport tout simplement à l'anthropologie, à la vision que nous avons de l'homme, etc. Donc allons-y. Droit naturel et dysphorie de genre, c'est mon premier mouvement. Droit naturel, je ne vais pas trop m'aventurer dans les définitions, je voudrais juste insister sur le fait que pour moi, comme pour d'autres, disons, le droit naturel, c'est ce qui est conforme à la nature des choses, ce qui nous permettrait de partir dans des directions très intéressantes, mais je les laisse là parce qu'elles nous éloigneraient trop de notre sujet, et je les ramène immédiatement à une précision, qu'ici, en l'occurrence, la nature des choses, c'est la nature humaine. Parce que tout ce qui concerne le sexe et la sexuation, c'est malgré tout le fait d'une nature incarnée dans un corps que nous appelons la nature humaine. Alors, de ce point de vue, on nous l'a dit et répété ce matin, je ne veux pas trop y insister de plus, parce que tout est tellement vrai, c'est que l'homme est un être sexué, c'est un mammifère. Il n'est pas bon de le séparer de ses origines mammiférennes, je ne sais pas si l'expression existe, de ses origines animales en tout cas, parce que comme tous les animaux du genre mammifère, eh bien, il se reproduit à travers la différenciation sexuelle. D'une certaine manière que nous connaissons bien, là aussi, ce n'est pas la peine de faire un dessin. Et vous voyez que là, nous avons tout de suite le pivot naturel de tout ce que je vais vous dire ensuite. Et ça me permet, allez, de faire juste une parenthèse et de nous renvoyer à un examen de conscience, mesdames et messieurs. La différenciation des sexes, leur complémentarité, etc., ne sont incompréhensibles, comme nous l'a très bien dit au détour d'une phrase tout à l'heure, Edith Stein ou la conférencière, je ne sais plus, si on ne part pas de ce donné fondamental que la sexuation est faite pour la reproduction. Or, c'est cela qu'on ne comprend plus aujourd'hui. Depuis quand ? Eh bien, depuis 1967, date de l'entrée en force de la pilule dans la vie des Français et du monde entier.
Si bien que même parmi les catholiques, au moins à une certaine époque, et je pense encore plus largement aujourd'hui, il était impossible d'évoquer une régulation naturelle des naissances. Il était impossible de s'appuyer sur humanévité pour parler de ces questions. Tout simplement parce que toutes les épouses catholiques pratiquaient la pilule. Et on est entré petit à petit dans le monde du non-dit, de l'implicite. Et aujourd'hui, quand des couples homosexuels se forment, quand les transsexuels demandent à changer de sexe, etc., ce qui est implicite, c'est que le sexe ne concerne que la jouissance physique. Tout ce qui est en deçà, la procréation, est effacé de l'univers. Mais malheureusement, et j'y reviens, c'est aussi effacé très largement du monde de ceux qui ne devraient pas penser comme cela. Donc il y a une espèce de complicité générale. En faveur de quoi? Eh bien, en faveur de ramener le sexe à la simple orientation sexuelle, à le ramener au genre, pour reprendre la terminologie qu'on essaie de nous imposer aujourd'hui. Alors que tout nous montre, et je le remonte ce matin, les échographies nous montrent, toute la neuropsychiatrie nous montre que le cerveau est organisé et déjà sexué, mais sexué pour la reproduction, pas simplement pour la jouissance sexuelle. Je me rappelle autrefois, l'Église nous expliquait que la jouissance sexuelle, c'était faite pour faciliter la reproduction. Et c'était pas faux, parce qu'on n'y voyait qu'un moyen en vue d'une fin. Et quand même, ce qui qualifie la nature d'une chose, c'est la fin. La différence des sexes est là, elle est très importante, elle est ordonnée à la reproduction. C'est une différence à la fois physiologique, chromosomique et même psychologique. On nous l'a très bien monté aujourd'hui. Bon, bien sûr, on peut discuter de savoir si les différences sont si radicales. Enfin, surtout, je voudrais insister sur un point, juste là, je m'arrête, c'est qu'il est très important, et on en a parlé tout à l'heure, de ne pas ériger la différence à un tel point que finalement on arrive à la création de deux espèces différentes, l'espèce masculine et l'espèce féminine. Non. Depuis Aristote, qui a réfléchi très bien à la question, je vous conseille de le lire, au fond, il y a une même espèce, c'est l'espèce humaine, avec deux manifestations différentes, la manifestation féminine et la manifestation féminine, qui peut aller très loin, jusque dans les plus hautes sphères de l'esprit. Et on nous rappelait tout à l'heure, à juste titre, mais je crois qu'on aurait pu répondre encore plus radicalement, que cela peut orienter, y compris l'assimilation, l'imitation de Jésus-Christ. Il y a une manière féminine d'imiter le Christ, et il y a une manière masculine. Bon, enfin, peu importe. Donc, oui, tout ça est enraciné. Mais la racine, c'est la reproduction. L'orientation et la reproduction. Aujourd'hui, les études de genre nient que le sexe, ce soit le sexe physiologique ou biologique. Enfin, plus exactement, pour être plus nuancé, ils disent il y a bien un sexe biologique, physiologique. Et même si on suit un auteur très corrosif, mais hyper sympathique, Anne Fausto Sterling, je vous conseille de lire, lisez Les Saints Sexes. Ça prend 30 pages. C'est du nano, Elle nous montre, elle est biologiste, elle nous montrait, c'était dans les années 80, qu'il y avait 5 sexes. Bien sûr, le sexe masculin et le sexe féminin, mais entre les deux, ce qu'on appelait les intersexuels, les hermaphrodites, qui étaient tantôt des hermaphrodites absolus, tantôt des hermaphrodites plutôt masculins, tantôt des hermaphrodites plutôt féminins, et ça nous en fait 5. Bon. OK, donc, ça, le sexe, c'est la physiologie, c'est les chromosomes, enfin, etc., c'est le monde objectif de la matière, si vous voulez. Mais le genre, c'est autre chose, c'est l'orientation sexuelle qui est psychosociale, psychologique d'abord, et sociale ensuite, parce que finalement, comme nous le savons bien, un jeune homme ou une jeune fille, dans la mesure où les autres le traitent comme un jeune homme
ou une jeune fille aura plus facilement tendance à se considérer comme effectivement un jeune homme ou une jeune fille. On ne peut pas nier l'influence sociale, l'influence des autres sur la formation du sexe dans nos esprits, de notre propre sexe. Et en ce sens, il est vrai de dire, comme Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. On ne naît pas homme, on le devient. En oubliant peut-être, comme ce matin, le moment où on a rejeté l'aspect féminin de sa masculinité. Enfin, je ne sais pas, peu importe. Voilà. Et tout ça n'est pas faux. Il faut quand même faire la part du feu. Et il faut reconnaître qu'ils n'ont pas tort. Si, il y a un point sur lequel ils ont tort. Et c'est là ce qui me paraît être vraiment de droit naturel. Ils ont tort en ce sens que ils en arrivent à conclure, et c'est le cas d'Anne Fausto-Sterling dont je parlais tout à l'heure, que finalement, le sexe biophysiologique n'importe pas, que la seule chose qui compte, c'est l'orientation psychologique. Le fait de se sentir soi-même, soit homme, soit femme, quel que soit son sexe biophysiologique. Et qu'au fond, c'est ça qui est constitutif du sexe. Eh bien non. Non, au contraire, je crois qu'il faut tenir cette idée très simple, mais fondamentale, que l'homme est d'abord un animal, qu'il est fait pour se reproduire, que la sexuation est orientation vers la reproduction, que c'est de là que tout découle, que l'animal en l'homme est tellement premier qu'il est premier chronologiquement. Et regardez les échographies de vos enfants, ou petits-enfants, encore dans le sein de leur mère. L'une des premières choses qui apparaît, c'est le sexe. Lorsqu'un être va mourir, il se recroqueville sur lui-même, il se recroqueville sur soi, sur son sexe. Ça, ce sont des données fondamentales, viscérales, de notre nature animale. Et là-dessus se construit notre nature spirituelle. L'esprit vient après, chronologiquement. Le langage vient après, le langage à travers lequel l'esprit peut s'exprimer. Donc c'est priorité chronologique, mais aussi priorité ontologique. L'homme est un animal rationnel, animal raisonnable, et non pas un esprit incorporé. C'est la querelle entre Platon et Aristote. Platon y voyait un esprit incorporé, descendu des cieux, qui s'incorporait dans une matière et qui en souffrait. C'est une espèce de prison. Tandis qu'Aristote disait non, pas du tout. Il y a des âmes, le vivant n'est fait que d'âmes successives qui se perfectionnent de plus en plus. Et il n'y a pas finalement de solution de continuité, bien sûr qu'il y en a théoriquement, mais en pratique, entre l'âme animale et l'âme humaine. Bien sûr, celle-ci ira beaucoup plus loin que celle-là, mais au départ, il est extrêmement difficile de les démêler. Donc il y a une priorité ontologique de l'animal sur l'esprit. Voilà. Et du coup, eh bien, comment analyser les... Enfin, oui, pardon. Excusez-moi. Et alors ça, c'est très juridique. C'est très juridique. Moi, j'aime beaucoup les juristes romains parce que finalement, ils nous ont donné en quelques textes clés, archi simples, des choses d'une profondeur vertigineuse. Vous savez qu'au début du Digeste, qui est le grand texte du droit romain compilé sous Justinien, au début du Digeste, les jurisconsultes donnent quelques notions du droit. Ils parlent notamment du droit naturel par opposition au droit des gens. Et à propos du droit naturel, ils disent, mais voilà, le droit naturel, c'est ce que l'homme partage avec les animaux. Donc, et ils donnent comme exemple, la procréation, enfin l'union du mâle et de la femelle, et puis la procréation qui s'ensuit, et l'éducation de la prole pour les enfants. Voilà, ça c'est ce que nous avons en commun
avec les animaux. Et c'est ça le droit naturel primordial, l'ordre profond des choses humaines. Là-dessus peut venir s'ajouter, nous expliquent les juristes romains, le droit des gens. Alors le droit des gens, c'est le droit qui est propre à l'homme, parce que seul l'homme est doué d'esprit, d'intelligence. Enfin, évidemment, il y aurait à nuancer aujourd'hui, parce que les éthologues savent que les animaux aussi sont capables de certaines marques spirituelles et intellectuelles. Enfin, seul l'homme est capable de développer ça au maximum de sa nature en tout cas, et par conséquent, il est capable de déduire des conséquences de la nature des choses, capable de réfléchir. Et c'est ça le droit des gens, tout cet ordre de relations entre les êtres humains que l'intelligence est capable de déduire de la nature des choses. C'est d'ailleurs pourquoi Thomas d'Aquin, par exemple, réfléchissant sur le droit des gens, disait le droit des gens, c'est une forme de droit naturel, une forme plus sophistiquée, de droit propre à l'homme et pas commun aux hommes et aux animaux. Et ce qui est intéressant, c'est là-dessus que je voudrais mettre l'accent, c'est que pour les juristes romains, le droit des gens repose sur le droit naturel stricto sensu, c'est-à-dire ce droit commun aux hommes et aux animaux. On le comprend bien pour l'union des sexes. L'union des sexes, le mariage, c'est d'abord l'union sexuelle. D'abord, c'est ce que je disais aussi ce matin, c'est d'abord l'attrait physique qu'un homme peut ressentir pour une femme et vice-versa. Bon. Et c'est autour de ça que le noyau du mariage se concrétise, se fixe. Mais après, là-dessus, on peut commencer à réfléchir, à se demander, mais qu'est-ce qui est le plus conforme à la nature du mariage ? Est-ce que c'est la monogamie ou la polygamie ? Est-ce que c'est une union perpétuelle ou une union temporaire ? Et là, vous passez au niveau du droit des gens. Vous voyez bien que dans cet exemple, le droit des gens ne peut pas renier le droit naturel, le socle d'en dessous. Parce qu'évidemment, une monogamie est impensable sans la relation sexuelle de départ. C'est plus du mariage, il n'y a pas de relation sexuelle. Bon, voilà. Alors, la dysphorie de genre par rapport à ça, c'est très simple. C'est un trouble de l'identité, nous sommes entièrement d'accord, mais la seule réponse que nous ayons, c'est de dire que ce trouble relève à la limite de l'aide d'un psychologue, d'un ami, d'un être humain compatissant, mais certainement pas de la transformation physique. C'est une fausse route. Ça peut être tentant, mais on n'aboutit à rien, parce que le trouble va nécessairement subsister, parce qu'on est en train de construire quelque chose qui va contre quoi ? Eh bien, contre ce qu'il y a de plus viscéral dans l'être humain. Je pense souvent au cas des intersexuels. Vous savez que les intersexuels, ce sont des cas, je crois qu'on l'a dit ce matin, ou tout à l'heure peut-être, on a commencé à réfléchir, enfin les études de genre sont nées à propos du cas des intersexuels. Ils ont commencé à réfléchir sur le problème des intersexuels qui, évidemment, ne sont ni dans un sexe ni dans l'autre. C'est un cas marginal, 1,7% de l'humanité. Mais évidemment, pour eux, on ne va pas pouvoir leur dire « vous devez rester homme ou femme », vous ne pouvez rien leur dire. Et leur construction psychologique, psychosociale, est extrêmement difficile. Mais après tout, la nature a décidé qu'il en serait ainsi pour eux. C'est une exception, nous en sommes d'accord, mais en même temps, il faut que l'esprit lui-même se construise autour de ça. C'est pourquoi j'aime beaucoup Fausto Sterling, parce qu'au moins dans ses premiers écrits, il y a des pages très bien senties, très justes, sur ce problème des intersexuels, comment vivre en étant intersexuel. Alors, le problème, c'est qu'après, on a fait de l'intersexuation la règle générale, le critère. Et qu'à l'heure actuelle, ce qu'on appelle le transsexualisme est en train de verser dans une indifférence vis-à-vis du sexe. Il ne s'agit plus de pouvoir changer de sexe, de passer de l'homme à la femme. Il s'agit de pouvoir rester l'un et l'autre, de devenir des intersexuels.
Je crois que dans le film, enfin, la vidéo de tout à l'heure, on le montrait. Voilà, enfin, je ne veux pas insister davantage. Je voudrais passer plus brièvement, parce que finalement c'est une histoire pas nécessairement plus connue, mais en tout cas plus facile, au droit positif. Comment on réagit, les juges, le législateur, en France et ailleurs, bon, je vais rester sur le cas français, face à ces phénomènes qui se sont présentés à eux très vite, je vous disais, dès le début des années 1970, qui ont été des phénomènes très orchestrés. Là, je corrigerai un peu ce qui a été dit tout à l'heure. Enfin, bon, les histoires, la théorie du genre, ou les études de genre, etc., c'est bien antérieur. Enfin, c'est peut-être arrivé en France dans les années 2000 et quelques. Enfin, même en France, c'est bien antérieur. En fait, il faut remonter pour comprendre tout ça aux années 70. Alors, je voudrais juste vous indiquer quelques données majeures, quelques étapes majeures. D'abord, il est clair que le droit positif, ce que disent les juges français ou le législateur français, d'abord est soumis à l'erreur. C'est un droit qui est humain et qui a besoin de progresser, de s'améliorer. On ne trouve pas le droit naturel, la juste mesure tout de suite. Il faut du temps. Et de fait, je vais vous montrer dans un instant que les juges ont petit à petit mûri leurs décisions et sont arrivés à le trouver. Mais par ailleurs, les juges et les législateurs sont aussi sujets à des influences philosophiques, idéologiques, et plus encore peut-être à des influences politiques. Politiques au sens noble, au sens des structures qui gouvernent nos États, nos cités, etc. Un juge ne statue jamais seul. Il sait qu'au-dessus de lui, il y a d'autres juges qui vont le juger et éventuellement le censurer. Et donc, il statue toujours par référence à quelque chose qui lui est supérieur. Et c'est pareil pour le législateur. Un peu moins, bon, il y a la Constitution au-dessus de la loi, et puis aujourd'hui, il y a les instruments internationaux, et leurs interprètes, enfin, etc. Et donc, il est extrêmement difficile de construire un droit positif, allez, j'allais dire pur, libre, dégagé de toute influence. Donc, on comprend qu'ils aient eu quelques mal. Alors, à propos, je voudrais d'abord souligner une chose très importante, c'est le rôle de la Cour européenne des droits de l'homme. On en parle souvent, et vous allez voir que vous serez peut-être surpris, au moins chronologiquement. La Cour européenne des droits de l'homme s'est prononcée sur ces questions très vite, dans les années 80. Dès 1986, elle considère que l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, sur le droit au respect de la vie privée, autorise chacun à définir son orientation sexuelle. Ça fait partie du droit à l'autodétermination dont on nous a parlé tout à l'heure. Mais en 1986, dans l'arrêt Rees, la Cour européenne, après avoir dit ça, dit « Bon, les États, compte tenu de la situation, les États sont encore très libres de la politique à choisir vis-à-vis des transsexuels, autoriser ou non les changements de sexe à l'état civil. » Pourquoi ? Parce que la question n'est pas mûre. Nous sommes en 1986. En 2002, quelques années après, eh bien là, la question est mûre. Et la Cour européenne dit, désormais, il n'est plus question de laisser libre les États de choisir la politique qu'ils veulent. Désormais, au nom de l'article 8 de la Convention européenne, il existe un droit de définir son orientation sexuelle et ce droit doit être protégé en tant que tel. Voilà, c'est l'orientation sexuelle fait partie de la vie privée. C'est l'opposition privée-publique dont on parlait tout à l'heure. Ça, c'est 2002. Et si vous lisez l'arrêt Goodwin, c'est encore l'Angleterre qui était concernée, l'arrêt Rees aussi, il est fortement question des théories du genre. On emploie le mot genre. Nous sommes en 2002, au plan international. Vous savez, les mouvements de pression type LGBT, etc., n'ont pas attendu
que les juges français veuillent bien statuer, enfin, veuillent bien prendre conscience de leur existence pour agir au niveau européen. Et ils ont quand même assez largement convaincu la Cour européenne des droits de l'homme. Et quand la Cour statue, eh bien, les États qui ont signé la Convention européenne et qui ne suivent pas la jurisprudence de la Cour s'exposent à une condamnation, à des dommages et intérêts, parfois très élevés. Alors une, ça va, deux, ça va. Au bout de 10, on en a assez, on change de politique, on change de jurisprudence. Et vous voyez que, finalement, ici, l'impulsion est venue d'en haut. Les avocats en faveur des transsexuels ont très bien calculé leur démarche. Ils ont agi là où ils savaient qu'ils pouvaient obtenir, au fond quoi, une révolution du droit dans les différents pays de l'Europe. Bon, il y a eu par ailleurs la question du mariage des transsexuels, mais enfin, elle a été réglée de la même manière, ne vous inquiétez pas. Ce qui est intéressant, alors je reviens à mes histoires franco-françaises, c'est que d'abord, évidemment, la Cour de cassation n'a pas attendu que la Cour européenne des droits de l'homme se prononce en 1986. Elle a eu à se coltiner des affaires de transsexuels depuis 1975. Et de 1975 à 1992, tenez-vous bien, pendant 17 ans, elle a répondu « Eh bien, je regrette, mais les transsexuels un transsexuel a été déclaré à l'état civil en vertu d'un sexe biophysiologique. C'est ce sexe biophysiologique qui est déterminant de la sexuation. Et par conséquent, il n'est pas question d'autoriser les transsexuels à changer de sexe. » Voilà, au fond, ce qu'elle a fait, avec des formules de plus en plus perfectionnées, c'est consacrer un peu ce que je vous disais tout à l'heure à propos du droit naturel. Ce qui est dominant, c'est la sexuation biophysiologique. Et le reste doit suivre. Vous aviez des arguments qui étaient développés devant elle, qui disaient « oui, mais ce sont des malades », parce qu'à l'époque, ils se prévalaient de leur maladie. Ce sont des malades et par conséquent, il faudrait, sur le plan thérapeutique, autoriser le changement de sexe. Réponse de la Cour de cassation, c'est pas prouvé. Écoutez, je regrette, peut-être qu'il y a des médecins qui disent ça, mais il y en a d'autres qui disent exactement le contraire, et moi, ça ne me suffit pas. Voilà. Et on en est resté là jusqu'en 1992. Vous voyez, hein. En 1992, la Cour de cassation la France a été condamnée pour la première fois par la Cour européenne des droits de l'homme. Elle a été condamnée pour une raison qui vous surprendra peut-être, là aussi, sauf si vous vous en souvenez. Elle a été condamnée parce que, à l'époque, la Cour européenne disait chaque État est libre de suivre la politique qu'il veut dans ce domaine, pourvu simplement qu'il ne fasse pas une vie trop dure aux transsexuels. Mais la France faisait une vie trop dure aux transsexuels. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y avait trop de documents identifiants, style sécurité sociale, enfin numéro de sécurité sociale, carte d'identité, etc., qui faisaient référence au sexe. Si bien qu'un transsexuel qui avait changé ses apparences, qui d'homme était devenu apparemment femme, leur présentant sa carte d'identité, qui montrait qu'il était encore un homme, suscitait les curiosités. Et ça rendait, d'après la Cour européenne, la vie impossible aux transsexuels français, et c'est pourquoi la France a été condamnée. Vous voyez qu'on n'était pas encore à l'arrêt Goodwin. On était juste à cette idée que, il aurait fallu que la France, comme d'autres pays d'ailleurs, élimine un petit peu de ces documents identifiants, les documents publics, la référence au sexe. Du bulletin de paix, enfin, il y en a partout. En fait, si vous commencez à regarder, vous en trouvez partout. On aurait pu suivre cette voie-là qui appartenait au gouvernement de suivre. Mais le gouvernement, lui, ça lui coûtait de l'argent, il a bougé. Bon. Et par conséquent, il a attendu que les juges veuillent bien faire quelque chose. C'est la Cour de cassation qui s'est coltinée l'opération, plus peut-être par conviction que par réalisme, mais enfin bon. En tout cas, fin 92, quelques mois après, elle a opéré un revirement de jurisprudence considérable en considérant que désormais, au nom du droit au respect de la vie privée, et voilà la vie privée qui ressort, il fallait permettre aux transsexuels de changer de sexe à l'état civil, au moins dans le cas où le transsexualisme avait un caractère, le changement avait un caractère thérapeutique, donc on restait encore dans la philosophie de la maladie, et où, dans le cas, deuxième condition, où de toute manière le transsexuel s'était déjà livré à des opérations chirurgicales qui rendaient le retour en arrière impossible. Voilà, sous ces deux conditions-là, j'ai presque fini,
on pouvait autoriser le changement de sexe. Bon, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que, d'une part, la thérapie, entre-temps, on avait changé d'idée. Il ne fallait surtout plus parler de ça. Et d'autre part, admettre qu'il, pour obtenir un changement de sexe, il fallait d'abord se livrer à des opérations mutilantes, c'était vraiment contre-indiqué. Vous comprenez bien pourquoi. C'était vraiment poussé à la roue. Et par conséquent, la Cour de cassation a été ultérieurement de nouveau condamnée par la Cour européenne. Mais entre-temps, eh bien, le législateur français est intervenu en 2016, de manière pas très loyale, mais enfin, bon, il est quand même intervenu, pour nous dire, voilà, désormais, le changement de sexe est permis. Il est permis dès l'instant où on le demande, à condition de prouver qu'on a déjà une vie antérieure conforme au sexe que l'on demande à avoir. Surtout, on ne peut pas imposer d'opération chirurgicale, on ne peut pas imposer de mutilation, donc on peut rester un homme à part entière, simplement si on démontre qu'on s'est comporté comme une femme ou s'est habillé comme une femme, eh bien on pourra obtenir un changement de sexe à l'état civil. Et de toute manière, c'est un droit. Il n'y a à démontrer aucune maladie, aucun besoin de thérapie ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, on regrette d'avoir légiféré comme ça, parce qu'il faut demander l'autorisation à un juge et il faut démontrer quand même quelque chose. Aujourd'hui, on dit, il y a le défenseur des droits en France qui commence à le dire, hein, ah ben non, c'est mieux en Suisse, c'est mieux en Espagne, où là, c'est un droit absolu, on n'a demandé rien à personne, on va voir l'officier d'état civil, je peux changer, c'est fini. En France, on ne peut pas, enfin les mineurs ne peuvent pas demander le changement de sexe, alors qu'à l'étranger, ils le peuvent, enfin, au moins dans ces pays auxquels je ferai référence, ils le peuvent moyennant autorisation parentale, mais il n'y a pas que des parents qui s'opposent. Hein. Vous avez des parents qui poussent à la roue, peut-être un peu par culpabilité, j'en sais rien. Enfin voilà, bon, je m'arrête là. On n'a pas fini, nous sommes au début de la fin. Mais la fin va durer très longtemps, ça va être une agonie terrible. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on a résolu un problème, on a résolu le mariage des transsexuels par la même occasion, je ne vous explique pas pourquoi, mais il reste tout le reste. Qu'est-ce qu'on fait avec un transsexuel qui reste de son sexe d'origine, mais qui a quand même obtenu un changement civil de sexe? Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'il a des enfants? Le problème s'est produit. Est-ce que ces enfants, si c'est un homme, vont devoir encore l'appeler papa, alors que civilement, il est devenu une femme? Il y a des débats judiciaires là-dessus, qui pour l'instant ne sont pas tranchés. Il va falloir que le législateur intervienne à nouveau. À l'heure actuelle, enfin, je vous donne une impression de juriste, le droit de la famille est colonisé absolument par toutes ces questions. On en a à toutes les pages, partout. On est abreuvé jusqu'à satiété, même écœurement. Enfin, il n'y a pas que ça. Les sportifs, allez, bon, je ne vais pas vous rappeler les choses qui vous sont courantes. Les gens qui sont en prison, où on les met, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez qu'en fait, là où nous partons vers quoi ? Bien, nous partons vers des solutions informelles. Nous partons vers un monde dans lequel la sexuation ne sera plus déterminante de rien. On aura le genre, en général, l'intersexe, chacun sera ce qu'il veut. Bon, ceux qui aimeront rester hommes le resteront, et ceux qui voudront changer pourront le changer, ils pourront faire marche arrière, enfin, ainsi de suite. Voilà, c'est à ça que nous allons. Il n'est même plus question de transsexualisme, il n'est même plus question de transgenre, il est question de rester dans un genre indéfini, le genre du milieu, où chacun fait ce qu'il veut. Sur le plan juridique, 100 ans, bien sûr. C'est tout, je m'arrête, j'ai parlé 3 minutes de trop.